Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors oui, nous sommes au mois de mai et oui, j'ai remis un col qui monte parce que j'ai froid. Mais on va dire que ce sont les aléas du printemps, donc j'espère que le soleil va vite revenir. En attendant, je vais vous faire mon petit bilan des livres que j'ai lus au mois d'avril. C'est parti! Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone. Je vais commencer par les livres que j'ai lus suite au tirage au sort que j'avais fait dans ma petite boîte dans laquelle je tire au sort des petites étiquettes et je dois trouver un livre qui correspond à la thématique ou au genre ou à quelque chose qui est donné sur cette petite étiquette. Donc j'avais tiré notamment l'étiquette contemporain. Voilà, et j'avais choisi de lire le tome 2 de La femme de ménage de Freida McFadden, donc c'est Les secrets de la femme de ménage. Bon, alors on est d'accord, c'est plutôt du thriller normalement, ou du polar, enfin bref, mais moi je l'avais pris en contemporain parce que j'avais pas d'autres idées. Et donc ça confirme que Freida McFadden c'est terminé pour moi, je n'en lirai plus jamais. J'avais bien aimé La femme de ménage, vraiment aucun souci, le twist au milieu, j'avais trouvé ça génial, je me suis dit ouais c'est trop bien, on revient en arrière et on comprend tout, alors que au début je me souviens la première partie j'étais mais il y a un truc qui va pas, mais c'est quoi, mais je comprends pas, enfin quand on lit la 4e de couverture on sait qu'il y a un truc qui est louche, mais on se dit bah non mais je comprends pas, c'est bizarre, et avec le twist bim on comprend tout et on se dit waouh c'est génial. Donc j'avais vraiment bien aimé, j'avais lu La prof que j'avais détesté et je m'étais dit bon voilà, La femme de ménage, on va tester de nouveau parce que bah pourquoi pas, en plus c'est une copine qui me l'a prêté, qui m'a dit tu vas voir, alors celui-ci c'est pas forcément le meilleur mais moi j'avais vraiment aimé le tome 4, etc. Donc j'ai dit bon bah on va essayer de les lire dans l'ordre pour arriver jusqu'au tome 4. Et en fait non, je suis désolée Sophie mais je lirai pas jusqu'au tome 4, je m'arrête au tome 2 parce que Millie, la personnage principale, n'est pas du tout crédible pour moi. En fait, elle s'est fait avoir une fois dans le tome 1. On nous dit au début du tome 2 qu'elle a aidé plein de femmes qui étaient dans la même situation que la femme du premier tome, qui sont dans un mariage violent ou des choses comme ça, et en leur procurant des nouveaux papiers quand c'était nécessaire, ou en les aidant à se sortir de leur situation, etc. Donc voilà, elle sait travailler un peu dans la clandestinité, les faux papiers, la femme qui part en douce parce que l'homme de toute façon sinon on la laissera jamais partir, donc faire attention aux traces qu'on laisse, des choses comme ça, bref. Ça c'est ce qu'on se dit. Et il va se produire un petit peu la même chose. Là on voit qu'elle arrive dans une situation d'une femme qui est tout enfermée dans sa chambre, le mari a l'air sympa et tout, hein, mais on voit bien qu'il y a un truc qui va pas, elle est toute maigre comme si elle n'était pas nourrie. Et donc Millie, bon bah va décider au fil de l'eau de l'aider et de l'aider à s'enfuir à un moment. Mais comment elle aide à s'enfuir, t'as envie de dire, mais même moi j'aurais fait mieux que toi ma cocotte, tu fais pas attention aux appels que t'envoies, aux appels que tu passes, aux appels que tu reçois, tu réponds au mari en mode mais c'est bon je viens plus faire le ménage mais y a rien de louche, c'est pas moi qui l'ai aidé à s'enfuir, bah en vrai. Donc ça m'a énervée, j'ai lu le début en audio et j'étais vraiment en rage là quand je coupais mes carottes ou je sais pas quoi là pendant que je faisais la cuisine et que j'écoutais, j'étais mais enfin mais qu'est-ce qu'elle fait, elle fait n'importe quoi. Donc je me dis bon je vais lire la fin parce qu'en fait Sophie m'avait prêté, donc je me dis je vais le lire en papier. J'ai lu la fin, j'étais toujours aussi énervée, je suis quand même arrivée au bout, mais vraiment la Freida McFadden pour moi c'est terminé. Ensuite, deuxième petit papier que j'avais tiré, où es-tu? Il est là, c'était la suite d'une saga. Et j'ai décidé de continuer une saga que j'ai commencée, ça fait plusieurs années, et que je lis vraiment petit à petit, c'était le retour à la Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Ça c'est le tome 4, et le tome 3, ça faisait au moins un an, voire plus que je l'avais lu. Donc j'avais un petit peu perdu le fil des personnages, de où ils en sont dans l'histoire et tout ça. Donc au début, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, et puis on est en 1933, on est en Allemagne. On n'est pas encore à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, mais on s'en approche. On voit un petit peu les problèmes qu'il y a au niveau politique en Allemagne, que les gouvernements se succèdent et il n'y en a aucun qui arrive à rester. Et donc ça va faciliter l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais comme on reste en 1933 quasiment, ou peut-être début 1934 à la fin, j'avoue c'était un petit peu longué, parce qu'il se passe pas grand chose. En fait, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, elle est pas non plus
hyper présent dans le livre. On est à Augsbourg, donc on est loin de Berlin, donc on entend parler de ça, mais on voit que les personnages sont un peu loin de ça. Ils disent oui, oh, bah, c'est bon, celui-ci, c'est un gouvernement qui va arriver puis qui va passer comme les autres. Il a des discours bizarres, mais de toute façon, les gens sont jamais d'accord. Et donc voilà, c'est tout. Les conversations, c'est juste ça va pas plus loin. Donc comme on est un peu dans l'entre-deux, et au final, il se passe pas grand-chose au niveau politique en tout cas. Et au niveau de l'histoire, les personnages sont attachants, donc on aime bien les suivre, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu plat au niveau des péripéties. Et par contre, j'ai enchaîné direct avec le tome 5, alors ça m'arrive très rarement, mais bon, ma foi, j'étais partie dedans. Et là, on est plutôt 1935-1936, donc là, Hitler est au pouvoir, clairement, donc on voit l'arrivée des nazis, l'arrivée des chemises brunes, donc on en parle juste en passant. Par contre, Marie, c'est la femme de Paul. Elle est d'origine juive, alors elle a jamais pratiqué parce que ses parents sont décédés et tout ça, donc ses parents étaient juifs. Elle a jamais pratiqué quoi que ce soit, elle a été baptisée, elle a été à l'église, etc. Mais bon, bah pour les sbires d'Hitler, c'est pas ça qui compte, c'est les parents. Donc elle va vite sentir que le vent est en train de tourner et qu'elle ferait peut-être bien de faire attention. Et son mari, lui, Paul, il est totalement buté. Alors, je dis buté, en fait, c'est un peu facile de dire ça une fois qu'on connaît l'histoire et de dire mais comment ils ont pu ne pas voir. Mais en vrai, voilà, il y a ça dans l'histoire. Il y a les personnes qui sentent le vent tourner. Et il y a ceux qui sentent pas du tout le vent tourner en disant non mais c'est bon, ça n'ira jamais aussi loin, c'est impossible, ça serait gravissime, etc. Et encore, on parle pas des camps de concentration, hein, c'est juste le fait que les juifs aient de moins en moins de droits, et puissent plus tenir de commerce, qu'on se méfie d'eux, que ceux qui ont des origines juives, même juste une mère, ils vont être pénalisés par rapport aux autres. Petit à petit, ça arrive dans le roman et ça, par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai bien aimé comment c'était écrit, même si c'est toujours pas centré dessus. On est vraiment centré sur la famille et c'est ça qui est chouette dans cette saga, c'est que la famille, elle est hyper attachante. Alors honnêtement, je dois dire que les femmes, autant les femmes dans ces romans, elles sont malines, elles sont intelligentes, elles ont de la suite dans les idées et tout ça. Et je trouve que la plupart des hommes, notamment Paul et son fils Léo, ils sont un peu bouchés quand même. Hein. Ils veulent pas voir les choses, ils ont pas d'empathie, ils veulent pas penser aux autres, ils veulent pas s'imaginer à la place des autres, notamment Léo qui est un peu dans son moi. Bon après il est dans une période ado, donc admettons. Et donc je trouve que oui, voilà, les hommes dans ces histoires, je sais pas si Anne Jacob en fait exprès ou si c'est sa vision des hommes, mais c'est vrai qu'ils sont pas très... ils font pas très fut-fut et puis ils sont un peu menés par le bout du nez par les femmes. Alors tant mieux, hein, parce qu'elles sont hyper intelligentes, en général elles ont raison. Mais du coup voilà, il y a quand même ce côté, les femmes sont bien dégourdies et les hommes pas du tout. Donc c'est chouette, c'est rigolo à lire. Mais des fois le trait est un peu forcé, je trouve. Peut-être. En tout cas, j'ai préféré le tome 5 que le tome 4 qui est un peu un entre-deux. Le tome 5, on arrive dans le vif du sujet, disons, la guerre arrive, donc il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de choses qui se passent et d'enjeux, donc c'est pour ça que j'ai préféré celui-ci. Alors il y a un tome 6, je sais pas, je crois qu'il se passe genre 10 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, mais je suis pas certaine, mais en tout cas j'ai envie de le lire et il me semble en plus que le suivant c'est le dernier, donc comme ça je vais clôturer cette saga. La thématique suivante c'était un livre de fantasy. Donc j'ai choisi de lire un livre qui m'attendait depuis plusieurs mois dans ma pile à lire, c'est Terre brisée de Victoria Aveyard. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui se découvre descendante d'un peuple venu d'ailleurs, etc. Et donc qui va devoir essayer de sauver le monde en vrai, hein, parce qu'il y a un grand méchant qui va arriver, je sais plus comment il l'appelle dans le livre, c'est pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais c'est ce qui attend, je crois, et ça s'appelle. C'est ce qui attend, donc on ne sait pas ce que c'est, une espèce d'entité. Et il y a des personnes qui vont essayer de rouvrir des portes qui mènent à d'autres mondes qui ont été ouvertes il y a des milliers d'années et qui ont été refermées. Et donc le méchant va essayer de réouvrir les fuseaux, ça s'appelle, pour faire arriver des espèces de monstres d'autres mondes, pour attaquer le monde tel qu'il existe et détruire le monde et pour pouvoir régner sur ce monde totalement détruit. Bon, personnellement, j'ai jamais compris l'idée de régner sur un monde où il n'y a plus personne.
mais c'est quand même assez fréquent dans la fantasy. Et donc cette jeune fille, Corinne, elle va se découvrir descendante de personnes qui peuvent refermer les fuseaux, et donc il y a des compagnons qui vont venir la chercher, et ils vont partir en quête pour essayer de refermer les fuseaux. Les personnages sont très attachants, notamment Corinne. La personnage principale, c'est pas une oie blanche, hein, elle est fille d'une pirate très sanguinaire, donc elle a jamais été sur l'eau, elle a jamais pu naviguer parce que sa mère la surprotège. Mais voilà, elle est pas née de la dernière pluie, elle sait ce que c'est que la corruption, elle sait ce que c'est que les hommes, enfin voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça chouette pour un personnage principal féminin notamment. Mais à part ça, voilà, je me suis pas, disons que je me suis pas trouvée entraînée dans leur quête. C'était sympa, ils ont voyagé, donc les différents pays qu'ils ont visités, bah, c'était sympa à chaque fois de découvrir une nouvelle façon de vivre, etc. Les personnages sont vraiment sympas, sympathiques, on s'y attache, mais voilà, je sais pas si je lirai le tome 2, en vrai je dirais pas non à le lire, mais je me dis il y a tellement de choses que j'ai envie de lire, qu'il y a des chances que le tome 2, même s'il rejoint ma palle, en fait il soit repoussé, parce que oui, ça serait sympa de lire la suite, j'ai bien aimé le tome 1, mais si je le lis jamais le tome 2, ça serait pas grave, donc bon, voilà, on verra. Ensuite, une étiquette que je devais lire, c'était un livre en anglais et j'ai lu A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana que j'ai absolument adoré. J'étais contente de réussir à lire en anglais parce qu'au final ça n'a pas été si difficile que ça. Je suis vite rentrée dans l'histoire. Alors j'avais choisi un livre pas trop compliqué à lire. Je voulais pas qu'il y ait du vocabulaire trop spécifique. Pardon, j'ai bougé un peu ma caméra, voilà. Je voulais pas qu'il y ait du vocabulaire trop spécifique et bon, ça a été... l'écriture, elle est hyper belle. Je sais pas si j'aurais autant apprécié l'écriture si j'avais lu en français, parce que peut-être quand je lis en français, je lis à une vitesse qui fait que peut-être j'apprécie pas suffisamment, je sais pas moi, les figures de style ou les belles images, même si ça m'arrive de le faire, mais je suis pas du genre à prendre des notes sur ça c'est une belle phrase, c'est bien écrit, c'est bien tourné. Des fois je m'en rends compte et puis je m'arrête un peu dessus, mais franchement c'est rare. Alors que là, plusieurs fois en anglais, je me dis mais elle est super belle cette image, mais ça c'est hyper bien écrit. Enfin, je me suis beaucoup plus arrêtée dessus. Est-ce que c'était parce que c'était en anglais ou est-ce que c'était parce que cette autrice a une plume particulièrement agréable à lire et belle? Il y avait souvent des images ou alors c'est peut-être les images en anglais, la façon dont leurs expressions ou les images qu'ils peuvent utiliser, qui sont pour eux des expressions courantes peut-être, et ben moi je les trouve belles parce qu'en français on dit pas comme ça. Donc je ne sais pas, mais en tout cas déjà l'écriture était vraiment hyper agréable à lire. Et l'histoire, elle est super chouette. C'est l'histoire d'une jeune sorcière qui, quand elle était jeune, à 15 ans, elle a ressuscité sa tante qui est morte de je sais pas quoi, un infarctus dans le jardin, enfin bref. Et donc dans l'urgence, elle a ressuscité comme ça, alors qu'en vrai c'est carrément interdit. Mais elle est une sorcière qui a énormément de pouvoir, donc elle a réussi à le faire, parce que c'est pas n'importe qui peut le faire non plus. Et donc sa tante a survécu, elle vivait dans une auberge avec elle. Mais elle a été bannie du monde de la sorcellerie et surtout en utilisant ce sort, elle a perdu quasiment toute sa magie. Et donc en fait on la retrouve après 15 ans plus tard dans le chapitre 2 ou 3 et où elle vit toujours dans cette auberge avec sa tante. Elles accueillent des personnages un peu farfelus. On voit qu'ils n'ont pas leur place dans le monde normal parce que ça se passe dans notre monde. C'est un peu style à la Harry Potter, il y a de la magie, mais les gens qui n'en ont pas ne le savent pas. Et donc les personnes qui viennent, c'est des magiciens ou pas, mais on voit que c'est des personnes qui n'ont pas leur place dans le monde, en tout cas pour une raison ou pour une autre. Et elles sont accueillies dans cette auberge. Et on voit cette communauté de vie qui est absolument incroyable. Et en fait, au-delà du fil de l'histoire où... Comment elle s'appelle la personnage principale? J'ai pas dit de donner le nom. Ouais, Serah. Au-delà de Serah qui essaye de retrouver ses pouvoirs, donc il y a quand même cette histoire qui va être le fil rouge. Mais les moments que j'ai préféré lire, en fait, c'était pas les moments où il y avait de l'action, ou même les moments romantiques, parce qu'il y a quand même une romance dedans. Alors d'habitude, j'adore les moments où les personnages, on voit, qui commencent à tomber amoureux, etc. Peut-être là c'était en anglais donc je suis moins rentrée dedans, je sais pas. Mais en tout cas c'était pas les moments que j'ai préférés. Les moments que j'ai préférés c'est les moments où ils sont tous ensemble, où ils font leur truc totalement déjanté et on voit que c'est ok et que tout se passe bien dans cette auberge et que tout le monde s'apprécie, tout le monde s'aime, tout le monde est tolérant envers tout le monde, même les petites manies ou les petites choses. Et on voit que une des morales un peu de cette histoire, je trouve, c'est de dire que quand on trouve des personnes
avec qui on peut être soi-même, avec qui on n'a pas besoin de faire semblant, avec qui on n'a pas besoin de se demander « Attends, je peux faire ça, je peux pas faire ça, ça passe ou ça passe pas », et à qui on peut tout dire, eh ben, c'est peut-être une façon de vivre qui est... Enfin, j'allais dire, j'avais écrit dans mon script un des secrets du bonheur. Bon, ça va peut-être un peu loin, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est, voilà, pouvoir être soi-même. Je pense que ça doit enlever une telle tension, une telle charge des épaules que ben c'est comme ça aussi qu'on peut être heureux. Donc voilà, vraiment une très très belle histoire. Donc même ceux qui veulent pas lire en anglais, il existe en français de toute façon, et je pense que ça doit être super à lire. Donc voilà pour les livres que je devais lire. Alors il y en a 2 autres que j'avais tiré. J'avais tiré un papier livre jeunesse. On est en train de lire Le Château de Hurle avec mes filles. J'ai réussi à le lire avec elles. Elles ont été d'accord, donc ça je suis trop contente. Mais bon, du coup on en lit un peu le soir. Il y a eu les vacances et tout, on n'en a pas lu tous les soirs, donc on n'a pas terminé, on le terminera au mois de mai je pense. Et un livre saisonnier, je devais lire, un livre sur le printemps. Alors déjà j'étais pas très convaincue des choix que j'avais fait, j'en avais choisi 2. Au final j'ai pris le livre de Titiou Lecoq, La vie ressemble à ça, donc c'est quand même un essai. Mais je m'étais dit voilà, ça parle des femmes, de la vie de femme, voilà le printemps. Bon, me demandez pas d'où vient ce parallèle que j'ai fait. J'ai commencé à lire mais j'ai pas eu le temps de le terminer encore, donc il est très bien. Bon, par contre, le printemps, franchement, on oublie, quoi. C'est pas une lecture particulièrement printanière. Mais je vais quand même le finir. Mais là, de toute façon, il n'est pas terminé, donc j'en parlerai une autre fois. Et maintenant, je vais vous parler des 4 autres livres que j'ai lus au mois d'avril. Donc, j'en ai lu 9 en tout. Donc, le premier, c'est Bryanston Muse de Anne Perry, que je devais lire en fait le mois précédent dans mon challenge Cozy Book Challenge. Et j'avais pas eu le temps de le terminer, donc je l'avais pas compté. Celui-ci, donc ça doit être le tome 27 de la série. Et on est sur une thématique que j'ai bien aimée, parce qu'il y a de plus en plus de thématiques politiques, géopolitiques et tout ça, et en vrai ça m'intéresse un peu moins, j'arrive moins à les explications là, oui l'Afrique, la colonisation, blablabla, alors c'est intéressant, hein, mais j'avoue moi ça me parle moins. Là on était plus sur une histoire de viol, et de surtout quelles sont les répercussions du viol pour les femmes si elles le dénoncent. Et je pense que ça reste quelque chose de très contemporain à ce niveau-là. C'est une jeune fille qui, on suppose qu'elle est violée parce qu'elle meurt au début. On suppose qu'elle a été violée. Charlotte Pitt, elle dit, mais de toute façon, en fait, si elle l'avait dit, bah, ça aurait rien changé parce que qui l'aurait cru? Et en plus, elle aurait dit du coup que sa virginité n'était plus là, donc elle aurait jamais pu se marier, personne n'aurait voulu l'épouser, et donc ça aurait gâché sa propre vie à elle. Et l'homme qu'elle aurait accusé, bah de toute façon, on l'aurait pas vraiment cru, et peut-être même si on l'avait cru, ah oui, mais bon, c'est peut-être de sa faute, un homme a des pulsions, bah oui, c'est pas bien, c'est sûr c'est pas bien, mais bon, voilà, il aurait continué à vivre sa vie. Et ben je pense que ça se passe encore comme ça un petit peu de nos jours, quand on pense au nombre de plaintes pour viol qui sont classées sans suite, au nombre d'affaires de viol qui aboutissent à une condamnation, je crois que c'est 0,6% d'affaires de viol qui aboutissent à une condamnation, donc c'est juste incroyable. Donc je pense qu'on n'est pas loin en fait de ça, et donc ça m'a beaucoup parlé. Et après, bon bah voilà, on suit toujours Charlotte et Thomas qui mènent leur enquête. Donc Thomas en tant que policier et Charlotte en tant que plutôt membre de la haute société entre guillemets, parce qu'ils sont un peu entre deux. Mais ça lui permet d'accéder à des soirées, à des balles où elle peut enquêter d'une autre manière. Donc c'est ça qui est chouette dans ces livres-là. Donc j'ai les 2 suivants que j'ai empruntés à mes parents. Celui-ci, il va falloir que je leur rende. Et puis je continue ma petite série, mon petit bonhomme de chemin. Ensuite, j'ai écouté en audio Queen of Scots, encore une suite de saga, donc franchement, j'ai été bien efficace ce mois-ci. La suite de King of Scots, que j'avais lu le mois dernier, je crois, ou le mois précédent, de Liv Stone. J'ai bien aimé aussi. Là, on est à la fin, il y avait que 2 tomes. Et franchement, c'est une saga qui est vraiment très chouette. Il y a juste à la fin où, je sais pas si vous vous souvenez, dans le King of Scots, j'avais dit, franchement, j'avais bien aimé la relation entre les personnages, notamment tout ce qui est au rapport au consentement, le fait que le roi, par exemple, à un moment, Ali, elle est un peu pompette, et du coup, jamais il n'envisage, et pourtant elle a envie de coucher avec lui et tout, hein, mais jamais il envisage de le faire parce que il dit non, t'es pompette, donc t'es pas dans ton état normal, et donc non, on fait rien ce soir, quoi, c'est pas la peine.
Donc ça, j'avais vraiment bien aimé le fait qu'il soit à son écoute et qu'il soit respectueux, etc. Donc ça, j'avais trouvé ça très chouette parce que c'est pas présenté comme quelque chose d'incroyable. Non, c'était juste, voilà, c'est normal, t'es bourré, on va pas faire ça parce que tu pourrais le regretter et je comprendrais tout à fait. Donc on le fait pas. Donc ça, c'était vraiment chouette. À la fin du 2e tome, alors c'est pas sur une relation sexuelle, mais il la force à faire quelque chose. Elle est pas d'accord. À la fin, donc elle le fait. Elle est contente de l'avoir fait. Donc c'est ça qui est un peu ambivalent. En fait, il n'avait pas tort de la forcer à le faire, mais est-ce que le fait de la forcer, de pas lui demander son avis en disant non mais je sais que ça sera mieux pour toi, il faut que tu le fasses, tu verras, ça sera mieux, même si c'est dur pour nous. En fait, l'idée c'est de se séparer un temps pour qu'elle puisse vivre sa vie et tout ça. Donc oui, c'est vrai que c'est difficile parce que il a raison. C'est mieux pour elle d'être sûre, de pas regretter, d'aller voir ailleurs, d'essayer de vivre sa vie autrement et tout ça. Mais elle est pas d'accord, quoi. Elle est sûre d'elle. Elle veut vivre avec lui. Et du coup, et au final, elle revient en disant, il voulait qu'elle parte un an, elle part que 6 mois, en disant, non, mais en vrai, 6 mois, c'est suffisant. Alors, elle était contente de le faire. Elle lui dit, j'étais contente de le faire, c'était très bien, mais 6 mois, c'est suffisant. Je sais ce que je veux revenir. Donc voilà, il y avait un petit peu ce côté ambivalent, mais voilà, c'est le seul petit bémol que je peux mettre dans ce livre. J'ai vraiment bien aimé l'histoire. Il y a des péripéties, il y a de la trahison, il y a de l'action et tout ça. Donc c'est pas une histoire d'amour plan-plan. Il y a vraiment des choses qui se passent autour et ça c'est très chouette. Donc celui-ci je vous le conseille aussi. Et je vais terminer avec 2 livres qu'on m'a prêtés. Donc il y en a un, ça va aller très très vite parce que je l'ai pas du tout aimé et que voilà, je vais pas vous en parler sans 7 ans. C'est celui-ci, c'est un petit essai, même un petit pamphlet parce que c'est tout petit. Ça s'appelle Au nom du pire de Thierry Pardo. L'école, nouvelle religion d'État. Donc en fait, c'est une grosse critique de l'école. Et ça m'avait intéressée parce que, voilà, moi je suis tout à fait consciente que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ne vont pas. Les sureffectifs, le fait qu'on puisse pas s'adapter à tous les enfants et que ce soit compliqué, qu'on les oblige à faire certaines choses. On sait qu'on respecte pas leur rythme chronobiologique, qu'on commence trop tôt, qu'on finit trop tard. Enfin voilà, que ça va pas l'organisation de l'école, l'organisation du travail et que c'est de pire en pire, qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à rentrer dans ce fameux moule dans lequel on essaye de les faire rentrer à coups de pied. Donc vraiment, ça me parle beaucoup cette histoire un peu de critique de l'école, mais il va beaucoup trop loin parce que pour lui en fait l'école il faut l'acheter à la poubelle. Les parents qui mettent leurs enfants à l'école, ils n'ont rien compris. L'école, c'est une nouvelle religion, donc en fait, ceux qui y vont bien gentiment, c'est des petites brebis, c'est des moutons, et ils n'ont pas compris que l'école, c'était pas du tout adapté aux enfants. Et la façon de présenter les choses, mais non, quoi, faut arrêter. Il y a plein de choses qu'il dit, on voit que il pense à ses enfants à lui, en disant, mais moi, mes enfants, ils seraient capables de faire autrement. Si je les emmenais dans la nature, ils seraient hyper intéressés, et puis ils auraient plein de questions, et puis je pourrais répondre à leurs questions et nourrir leur curiosité, tout ça. Ah mais oui, mais très très bien, mais ça c'est génial quand on peut le faire. Mais je suis pas certaine que tous les enfants seraient dans le même délire, quoi, et seraient intéressés aux mêmes choses. Et on fait quoi? Est-ce qu'il y a des bases? Est-ce qu'on se donne des bases obligatoires ou on les laisse juste décider de ce qui est important pour eux? Oui, je sais pas. Non, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup énervée parce que c'était très très condescendant en fait, assez méprisant et très condescendant. Genre, mais vous n'avez rien compris, l'école, c'est une aliénation des enfants, on les respecte pas du tout. Donc voilà, comme je dis, je suis d'accord sur plein de choses, mais le fond, la base de son discours et la façon de le dire, oh, non, au secours. Voilà, donc ça j'ai détesté. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu cette année, mais peut-être que c'est... Enfin, pas cette année, mais au mois d'avril... j'ai lu pendant mes vacances et là par contre j'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur, c'est Le Berger d'Alep de Stéphanie Pérez. Stéphanie Pérez c'est une journaliste de France Télévisions, c'est une reporter de guerre et donc elle a déjà écrit 3 livres, c'est le premier que je lis d'elle donc je vais tout de suite aller lire les autres, ça c'est sûr, enfin en tout cas les mettre dans ma wishlist. C'est encore une histoire de communauté de gens qui vont être réunis grâce à, donc communauté de gens c'est pour ça que je pense à Witch's Guide. Mais sinon, ça c'est pas du tout le même contexte. Hein. On est à Alep, une ville qui était en guerre. Ça se passe en 2013. Donc une ville qui est coupée en deux par la guerre et des habitants d'un des côtés de la ville qui vivent dans un immeuble, mais qui subissent les bombes en permanence, etc. Donc ils ont peur tout le temps. Il y a des snipers dans la ville quand ils se baladent.
dans cet immeuble, les gens, il y a un des habitants qui va ramener un chien. Et ce chien va devenir une espèce de mascotte de l'immeuble. Alors pas tout de suite, hein. La plupart des gens au début, quand il arrive, ils disent « Ouais, mais c'est quoi ?» La mère de celui qui ramène, elle dit « Mais attends, mais on va pas pouvoir le nourrir, on a déjà à peine de quoi se nourrir. » Il y en a qui sont musulmans et pour qui les chiens ne doivent pas vivre à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc au début, c'est un espèce de rejet. Puis en fait, grâce à ce chien, on voit qu'il est intelligent, on voit qu'il est sensible, etc. Et donc, ça va réunir un peu les gens de cet immeuble. Alors, il y a plein de moments difficiles, hein, c'est vraiment pas facile à lire parce qu'on est en pleine guerre. Mais il est beau, il est bien écrit, il y a des belles images. Stéphanie Pérez, franchement, elle écrit hyper bien. Des fois, il y a des paragraphes où c'est juste... elle fait une métaphore, mais tellement belle et tellement juste. Donc, vraiment, c'est un livre que je vous conseille à 100%. Alors, je vais pas aller plus loin sur ce livre-là. Il y a 4 livres dont je vous ai parlé, pour lesquels j'ai fait un vlog lecture. Donc, si vous voulez encore plus d'avis sur ces livres-là, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je crois que c'est la vidéo précédente. Donc, les livres dont j'ai déjà parlé, c'est celui-ci, voilà, que j'ai détesté. Le berger d'Alep, A Witch's Guide et Terre brisée de Victoria Aveyard. Donc, ces 4-là, je les ai lus dans un vlog. Donc, j'ai vraiment encore plus développé mon avis. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo. C'est fini pour moi pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec le soleil. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.